honorée de vous recevoir afin de réfléchir ensemble sur la responsabilité et la justice dans un contexte de recherche. Ce thème est en adéquation avec nos valeurs de responsabilisation, d'intégrité et d'innovation ici au Cégep du Vieux-Montréal. En fait, ces valeurs sont en trame de fond à notre plan stratégique qui comporte notamment comme orientation celle d'assurer un leadership basé sur l'expertise, la mobilisation et la faculté d'innovation dans la communauté collégiale. La tenue des Nuits de la justice au Cégep du Vieux-Montréal vient certainement contribuer à la mobilisation de la communauté autour de la recherche. En ce sens, je souhaite remercier Mme Emmanuelle Marceau, professeure de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal et co-chercheur au Centre de recherche en droit public pour l'organisation de cette soirée qui se tient au Cégep du Vieux-Montréal pour la 3e fois. De plus, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement, ainsi que les conférencières et les conférenciers qui viendront nous présenter leurs réflexions. Je ne peux m'empêcher de souligner la diversité des sujets des conférenciers qui se situent à divers niveaux, du suivi prénatal des personnes enceintes, au droit à l'éducation préscolaire, au droit du travail, jusqu'au développement des robots interactifs destinés à accompagner des personnes âgées. On peut donc constater que la recherche est au centre de la vie et que dans un contexte de recherche, les principes de responsabilité et de justice sont primordiaux pour une conduite responsable des activités de recherche. J'espère que la soirée d'aujourd'hui sera riche d'échanges qui viendront soutenir le développement d'un environnement propice à l'émergence de projets de recherche ainsi qu'à la création de partenariats. Je vous souhaite une bonne nuit de la justice. Alors, c'est à mon tour, chers collègues, chers amis, chers étudiants et étudiantes, de vous souhaiter la bienvenue à cette nuit de la justice. Je me présente, Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public et le CRDP. Au nom du Centre, il me fait plaisir de vous souhaiter encore une fois la bienvenue à cette soirée. Là, je me rends compte que je me répète déjà dans la 5e ligne de mon plan, tout va très bien. Donc, bienvenue à cette nuit de la justice co-organisée par le Cégep du Montréal et le CRDP. Ce soir, nos échanges vont porter sur un thème qui est évidemment très cher à l'ensemble des membres du CRDP, c'est-à-dire la recherche. Après tout, vous l'avez deviné, je l'ai mentionné il y a quelques instants, le R dans CRDP, bien, il représente justement la recherche. Pour le juriste que je suis, la relation entre recherche et justice peut être envisagée sous plusieurs angles. On peut parler de recherche sur le droit et la justice. C'est notamment ce que plusieurs de mes collègues et moi-même faisons lorsque nous tentons d'identifier l'interprétation à donner à un texte de loi. Si vous lisez une décision de justice, peu importe le tribunal, je m'excuse, j'ai la bouche sèche, vous trouverez des références aux travaux de chercheurs et chercheuses en droit. Je vois notamment dans la salle ma collègue et amie Marie-Ève Lacroix. Justement, dans une décision récente rendue par la Cour supérieure concernant le dossier des cerfs dans le parc Michel-Chartrand à Longueuil, dont vous avez sûrement entendu parler l'été dernier, le juge Jolin s'est notamment référé aux travaux de recherche de la professeure Lacroix pour établir que les cerfs qui occupent le parc sont des animaux sauvages auxquels on attribue généralement le statut de bien sans maître. Ce type d'éclairage est essentiel pour faire évoluer le droit. La relation entre recherche et justice peut également renvoyer aux contraintes juridiques imposées aux chercheurs et chercheuses et encadrant, voire en interdisant certains types de recherche. Pour ne citer que cet exemple, la semaine dernière, vous en avez probablement entendu parler, l'Union européenne a adopté son texte sur l'intelligence artificielle, sa législation sur l'intelligence artificielle. Or, ce texte vient notamment interdire d'effectuer des recherches en intelligence artificielle dans des secteurs jugés néfastes pour la population. Par exemple, lorsque l'IA pourrait être utilisée pour discriminer contre certains groupes d'individus. Finalement, troisième vision, la recherche peut mener à créer une société plus juste en diminuant les inégalités. Donc, troisième relation entre recherche et justice. C'est le cas notamment de travaux en éducation qui viennent identifier de nouvelles méthodes d'enseignement visant à mieux outiller les étudiants et permettant ainsi de contrer certaines difficultés d'apprentissage.
Ce soir, chacune de ces conceptions de la relation entre recherche et justice seront abordées tour à tour par l'une ou l'autre de nos conférencières et de notre conférencier. J'aimerais d'ailleurs profiter des quelques secondes qu'il me reste pour remercier celles et ceux-ci. D'abord, ma collègue Emmanuelle Marceau, Dalia, Jvezaldi Fecto, je m'excuse Dalia, j'ai massacré ton nom, Charles-Étienne Daniel, Marie-Alexia Massella et Sylvana Côté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également aux étudiants qui participeront à la joute oratoire plus tard ce soir. J'ai évidemment très hâte de vous entendre. Finalement, j'aimerais surtout et particulièrement féliciter et remercier ma collègue Emmanuelle Marceau, chef d'orchestre de cette soirée, pour la confection de ce programme enrichissant. Et évidemment, je transmets ces mêmes félicitations et ces mêmes remerciements à son équipe. Et donc, sans plus tarder, je vous souhaite bonne nuit et je cède la parole à mon ami Emmanuelle. Merci. Merci infiniment pour vos deux mots d'ouverture, Annie et Nicolas. C'était fort instructif. J'espère simplement que vous n'allez pas vous endormir comme on vient de se faire souhaiter bonne nuit, et je m'excuse pour les courriels. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir mon PowerPoint, me présenter. Ça fait un peu étrange parce que j'ai le privilège d'être à la fois présentatrice et animatrice pour la soirée. Donc, je vais rapidement vous faire un peu un survol de mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas. Ah, parfait. Et ensuite, gérer ma présentation. Je vais revenir d'ailleurs pour chacun des conférencières et de notre conférencier pour les présenter. Donc, je suis enseignante en philosophie au Cégep du Vieux-Montréal depuis une quinzaine d'années. Je suis également chercheure depuis quelques années. Je suis professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est drôle, hein, le trac, ce que ça fait. Je suis en train de lire ma propre présentation. Tout va bien. Donc, voilà, je suis chargée de cours également à l'Université de Sherbrooke. J'organise divers événements scientifiques. J'accompagne différents organismes parfois pour réfléchir au niveau de l'éthique organisationnelle, de l'éthique professionnelle. Je suis chercheure associée au Centre de recherche en éthique, le CRE, qui est à l'Université de Montréal, puis également, évidemment, au Centre de recherche en droit public, le CRDP, à l'Université de Montréal, et également à l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique, mieux connu, ou peut-être pas, mais sous l'abréviation d'OBVIA. Je m'intéresse beaucoup aux modes de gouvernance et leur interaction, c'est-à-dire comment l'éthique, le droit, la déontologie, la morale peuvent venir influencer nos comportements dans notre vie de tous les jours. Alors, voilà. Je pense que je vais déposer ça ici pour ne pas accrocher mon câble. Bon, je vais partir mon chronomètre. Donc, voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous faire la première présentation ce soir qui est plus large, je dirais, que ce que mes collègues feront par la suite. C'est-à-dire que je vais aborder de front le principe de justice en éthique de la recherche. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout à fait de quoi on parle, l'éthique de la recherche, sachez que dans la plupart des organisations, les universités, les hôpitaux, le Cégep du Vieux-Montréal et d'autres organisations, il y a des CER, des comités d'éthique de la recherche, qui ont pour mandat d'évaluer les propositions des chercheurs qui impliquent la participation des êtres humains. Alors, le CER est là pour protéger les droits, s'assurer finalement du bien-être des participants dans un contexte de recherche. Alors, ma présentation va plus précisément porter sur ce principe de justice qui est cher, tel qu'on va le voir, à l'éthique de la recherche avec des êtres humains. Donc, pour mieux situer et comprendre ce principe, on va faire brièvement une mise en contexte et une historique. Je vais identifier quelques enjeux actuels de justice en recherche et également dégager des pistes pour une meilleure prise en compte des enjeux de justice en éthique de la recherche avec des êtres humains pour faire une brève conclusion. Je mentionne d'entrée de jeu, mais ça reviendra à la toute fin, que cette présentation est le fruit d'une réflexion que j'ai eu la chance de mener avec Marie-Alexia Massella, qui est ici présente, et également Michel Bercheron, qui est éthicien, et ceux qui sont dans le domaine de l'éthique de la recherche, on a tous entendu parler. Donc, Michel et Marie qui m'ont aidé et avec lesquels nous avons publié un texte qui est disponible en ligne dans la revue Lex Electronica.
Alors, cette mise en contexte historique de l'éthique de la recherche avec des êtres humains. Alors, on fait un voyage dans le temps et on revient après les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale où, finalement, l'ordre international se rend compte que des chercheurs, des médecins, des scientifiques ont commis des atrocités sur des personnes qui, à l'époque, étaient même définies comme étant des non-personnes, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire des personnes d'origine juive, des personnes handicapées, et ont vraiment abusé, bafoué leurs droits, causant des séquelles et parfois même la mort. Donc, lors du procès de Nuremberg, ces atrocités ont été mises au grand jour et la communauté internationale en est arrivée à un premier document de référence qui est le Code de Nuremberg, qui a été adopté en 1947 et qui est assez court, vous pouvez le consulter en ligne, et qui met de l'avant certains principes, mais notamment le principe le plus important, soit celui du consentement à la recherche, le consentement libre et éclairé. Et on va même ajouter par la suite continu. Donc, c'est-à-dire que les personnes doivent connaître qu'est-ce qu'il y en est de la recherche et donner leur consentement. Là, vous me dites, bien, pourquoi il n'y avait pas pensé avant de mettre une telle exigence? Bien, c'est un peu avec regret que je dois vous dire que c'était dans la loi allemande, la protection des participants à la recherche et l'obtention du consentement pour toutes les personnes. Et malheureusement, tel que je viens de le dire, les personnes de certaines catégories n'étaient pas considérées comme telles, donc on n'a tout simplement pas appliqué la loi. Alors, voilà. Donc, 1947, premier document international pour se dire il y a des principes, notamment pour avoir des recherches qui soient justes, respectueuses de la dignité des êtres humains, avec le Code de Nuremberg. Bon, vous pouvez vous dire peut-être les choses allaient bien rondement par la suite, mais pas tout à fait. En 1966, Henry Beecher, un anesthésiste américain, écrit un court article dans la revue The New England Journal of Medicine, qui est une revue très bien cotée, et où il recense plusieurs cas d'inconduite et de manquement au respect des droits fondamentaux des participants à la recherche, notamment l'affaire de Tuskegee. Bon, je n'irai pas plus en détail, mais bref, signal d'alarme, ça se passe pas bien aux États-Unis dans les années 60. 1964, la déclaration d'Helsinki, de nouveau un engagement de la communauté internationale à resserrer le cadre entourant la recherche. Rapport Belmont, plus près de nous, 1974. Et aujourd'hui, le document, je vous dirais, phare en éthique de la recherche avec les êtres humains, soit l'énoncé de politique des 3 conseils éthique de la recherche avec des êtres humains, qui est le fruit de réflexions à la fois des 3 organismes subventionnaires fédéraux, mais également de la communauté de chercheurs, puisqu'à chaque 2, 3, 4 ans, il y a des consultations pour faire évoluer les principes de l'éthique de la recherche au Canada. Donc, quels sont-ils, ces 3 principes? Eh bien, voici: respect des personnes, préoccupation pour leur bien-être et justice. Donc, on se dit, par cet ordre normatif de l'EPTC, nous voulons finalement que ces 3 principes soient respectés et nous mandatons les comités d'éthique de la recherche de s'assurer que toutes les recherches qui impliquent des êtres humains et qui ont cours dans les organismes publics, la plupart, doivent respecter ces principes-là, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une loi, donc ce n'est pas applicable disons, pour les pharmaceutiques, bien que plusieurs pharmaceutiques ont décidé de leur propre chef de respecter le PTC2. Donc, je continue avec le mise en contexte. Alors, dans le contexte de notre article, on a réfléchi d'où vient le principe de justice et on a vu finalement que sa définition, caractérisation, citation pouvait varier selon les divers textes. J'en ai nommé quelques-uns dans l'article, il y en a d'autres également. Mais la première définition détaillée du principe au Canada est donnée par le PTC2, par le PTC, pardon, c'est le réflexe, en 1998. Et on fait notamment référence aux notions d'équité. Qu'est-ce que l'équité, rapidement? Bien, c'est offrir les ressources et les opportunités de manière proportionnelle aux besoins de chaque individu afin que les résultats atteints soient égaux pour tous. Et également, une autre notion qui est fort importante et qui est de plus en plus, je pense, prise en compte lorsqu'il est question d'éthique de la recherche, la question de la vulnérabilité. Donc, qu'est-ce que la vulnérabilité? C'est l'incapacité pour une personne participante de se protéger et de défendre ses intérêts. Et ce qu'il faut voir, c'est, dans le fond, comme comité d'éthique, on ne va pas nécessairement se demander qui est vulnérable de façon générale, mais on va se demander, dans le contexte de la recherche,
quels sont finalement les éléments qui sont soulevés qui pourraient créer des zones de vulnérabilité chez les participants. Donc, par exemple, on pourrait avoir des cadres, des PDG qui participeraient à un projet de recherche, puis disons que ce ne serait pas la première catégorie de personnes qu'on penserait qui seraient vulnérables dans notre société. Mais dans le contexte de la recherche, compte tenu de la nature des informations, des données, pourraient se retrouver en situation de vulnérabilité. Également, un autre exemple que Michel Bergeron aime bien partager, et c'est une anecdote personnelle. Michel, qui est un expert, comme je le dis, en éthique de la recherche, s'est retrouvé à quelques reprises, malheureusement, à l'hôpital, hospitalisé, et s'est fait solliciter pour participer à des projets de recherche. Il s'est dit, malgré toutes mes connaissances, mes compétences, je me sens en situation de vulnérabilité actuellement, puisque je suis inquiet pour ma propre santé ou je viens de subir une chirurgie. Donc, évidemment, la capacité à consentir, à comprendre les informations peut être réduite. Donc, je continue ici avec la citation exacte de la justice dans le PTC de 1998. C'est des notions d'impartialité et d'équité. La justice procédurale requiert que le processus d'évaluation éthique repose sur des méthodes, des standards et des procédures d'évaluation des protocoles de recherche qui soient justes et que le processus soit fait de façon indépendante. La justice implique aussi la distribution des bienfaits et des risques de la recherche, c'est-à-dire que ce n'est pas que des personnes qui doivent se sacrifier pour un plus grand nombre. On doit essayer de trouver un équilibre comme comité d'éthique. D'un côté, la justice distributive signifie qu'aucun segment de la population ne doit supporter de manière inéquitable les risques de la recherche. Donc, après ces quelques éléments de contexte et de définition, voyons maintenant quelques enjeux actuels de justice en recherche. Alors, dans l'article, nous avons essayé de voir à la fois des enjeux persistants et des enjeux émergents. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a, avec des enjeux persistants, l'inclusion et l'exclusion injustifiée de certaines populations dans un contexte de recherche. Ça veut dire quoi, ça? Tout simplement dire, il y a des gens qui sont systématiquement exclus de certaines études. Et vous avez peut-être vu récemment dans la presse, il y avait un article qui, justement, dénonçait que les femmes sont beaucoup moins représentées dans les essais cliniques, ce qui amène toutes sortes de problèmes après lorsque les femmes âgées consomment des médicaments. Et là, je ne suis même pas en train de parler des femmes enceintes, qui, évidemment, est un autre problème, une autre catégorie qui a une double vulnérabilité et double exclusion dans les projets de recherche. Alors ça, c'est des exemples où il y a des inclusions, des exclusions, si on parlait d'une exclusion injustifiée, et qui fait en sorte que la recherche ne peut pas être juste pour tous et avoir des résultats qui soient équitables. Alors ça, c'est un exemple d'enjeu persistant. Autre type de profil de personne, on pourrait dire avec un faible niveau socio-économique, un faible niveau de littératie. Et là, je prends quand même quelques secondes, je vois le temps qui passe, il me reste 4 minutes, mais pour dire que les enjeux de littératie sont très présents au Québec. Les analphabètes, on est presque, là, je fais ça rapidement, la moitié de la population au Québec. Donc ça veut dire que la moitié de la population au Québec n'est pas capable de prendre un article du Devoir ou de la presse, le lire et de comprendre le sens de l'article. Alors ça, c'est très préoccupant. Et évidemment, quand on parle à des chercheurs, absolument, c'est des gens qui ont au moins maîtrise, doctorat, postdoc, très éduqués, et parfois perdent un peu la perspective que leurs participants, des travailleurs, ça se peut qu'il y en ait qui soient des analphabètes fonctionnels ou des gens qui ont un faible niveau de littératie. Femmes enceintes et femmes, j'en ai parlé, personnes âgées. Personnes âgées pour les médicaments aussi, c'est une catégorie qui est souvent exclue avec toutes sortes de problèmes de dosage que ça peut poser. Les enfants, les personnes migrantes, les personnes avec des enjeux de santé mentale, les premiers peuples, etc. Maintenant, pour les enjeux peut-être plus émergents, spécifiques à notre contexte, dans les dernières années, on pourrait dire il y a les nouvelles technologies et toute la fracture numérique que ça peut comporter. Et évidemment, on peut lier avec le faible niveau de littératie. Vous avez peut-être des parents plus âgés, pas tout le monde qui est à l'aise d'aller sur Internet, faire des recherches, signer des consentements à distance, etc. Donc, il peut y avoir une fracture numérique réelle. On peut parler aussi, certains n'ont pas accès à un ordinateur, donc ces éléments-là. L'intelligence artificielle et les biais. Notre nuit de la justice, l'an dernier, portait justement sur les enjeux de l'IA, mais on le voit aussi en recherche. Ça peut créer évidemment des exclusions, des préjugés, des biais, tout le problème de la boîte noire. On ne s'explique pas d'où vient une décision prise avec un algorithme. Et il y a de plus en plus de recherches
en IA, et d'ailleurs, on a un expert ici, notre expert, à la table, qui pourra nous en parler un peu plus. Toute la notion de colonialisme qui attire de plus en plus l'attention mérite vraiment des considérations accrues pour prendre en compte une perspective historique des développements récents pour essayer d'avoir une meilleure inclusion des personnes qui traditionnellement ont été exclues. Prendre en compte des relations de pouvoir qui existent, donc voilà, et des risques plus élevés d'atteinte à la dignité humaine. Donc, quelques pistes en terminant pour une meilleure prise en compte des enjeux de justice. Alors, on a fait quelques propositions, notamment on n'a rien inventé, là, des principes que vous connaissez peut-être déjà, qui sont de plus en plus présents à la fois dans nos comités d'éthique, mais dans les exigences des organismes subventionnaires, tant fédéraux que provinciaux. On peut penser à l'EDI, l'équité, la diversité, l'inclusion. Donc, l'équité qui repose sur un traitement différent des personnes, cela est fait dans le but d'éviter l'accroissement de la stigmatisation, de la vulnérabilité, et pour permettre la nécessaire inclusion en recherche. La diversité, importance de reconnaître de la part que peuvent avoir les différents segments constituant la société par rapport à ceux qui sont pris en compte de fait dans la recherche. Et l'inclusion vise à permettre à l'ensemble des membres d'une société d'être et de se sentir valorisés, soutenus et respectés. Et évidemment, l'EDI contribue au respect de la dignité humaine. Une suggestion qu'on a faite dans l'article. Allô? Ah, ça fonctionne. Je me suis fait par moi-même. Bon, je reprends. Donc, une autre suggestion qu'on a faite dans l'article, c'est d'ajouter des lignes directrices sur l'IA à l'EPTC2. Donc, ça permettrait justement d'avoir des lignes directrices au-delà de la Déclaration de Montréal et des recommandations sur l'éthique et l'IA de l'UNESCO. Je passe plus rapidement parce que je vois le temps qui file. Et finalement, une mise en valeur des enjeux de principes CARE et FAIR qui sont également repris largement par les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. Donc, en conclusion, si je veux synthétiser, la justice est un principe central en éthique de la recherche, mais il n'est pas toujours facile de le définir, de l'identifier et de l'appliquer. Des enjeux éthiques en lien avec la justice en recherche demeurent malgré les années qui passent et de nouveau apparaissent, qui peuvent venir complexifier le travail des chercheurs et des comités d'éthique de la recherche. Et finalement, on suggère d'intégrer davantage ce principe comme un sujet de recherche et comme principe directeur dans le développement de projets de recherche. J'aime bien rappeler cette petite maxime « ethics by design », mais d'essayer d'avoir les chercheurs qui, dès la conception d'un protocole de recherche, intègrent des préoccupations pour la dignité humaine, se posent des questions lors de ses choix méthodologiques. Est-ce que je suis en train de choisir celui qui porte le moins d'atteinte à la confidentialité? Est-ce que je suis en train de créer des résultats de recherche qui peuvent renforcer des stigmatisations, des préjugés dans la société? Bref, toutes sortes de questionnements qui, à notre avis, devraient vraiment faire partie de l'horizon des chercheurs. Donc, voilà, et les références. Alors, je vous remercie. Donc, je vais vous présenter la prochaine conférencière qui est, bon, là, je vais m'essayer, moi aussi, Dalia Gesualdi-Fecteau, qui est professeure agréée à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal et membre du barreau. Elle est aussi co-chercheure au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Elle s'intéresse aux politiques publiques en matière de travail et d'emploi et aux conditions de l'accès aux droits et à la justice. Ses recherches portent sur les déficits de protection avec lesquels les différents groupes de travailleurs et travailleuses composent. Elle s'intéresse aussi à la réalité des travailleurs et des travailleuses à statut précaire, donc probablement un bon nombre de travailleurs, je devine, et au rôle de l'inspectorat du travail ainsi que de l'encadrement du temps de travail. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai envie de commencer en vous disant peut-être très rapidement, peut-être que pour la plupart d'entre vous qui êtes sur le marché du travail depuis très longtemps, c'est évident, mais qu'est-ce que le droit du travail et c'est quoi les fonctions du droit du travail? Alors, le droit du travail, ce sont toutes ces normes, ces protections qui visent à réguler la prestation de travail. Le salaire minimum, le temps de travail, le droit au repos, la syndicalisation, l'interdiction de la discrimination, c'est ça le droit du travail. Et c'est quoi la fonction première du droit du travail? Bien, c'est un droit fondamentalement idéologique, le droit du travail, parce qu'il vise à redresser une inéquité, finalement, dans le rapport de force entre les travailleurs et les travailleuses et les employeurs.
Or, la question qui se pose de façon de plus en plus prégnante, de façon de plus en plus importante dans les dernières années, c'est que le travail est en train de changer. Quiconque dans la salle travaille depuis plus de 10 ans. Moi, je pense encore que je suis jeune, mais bon, je commence à l'être de moins en moins. Mais j'ai vu le travail se transformer et il se transforme pour le meilleur dans certains cas, mais surtout pour le pire, pour la plupart des personnes sur le marché du travail. Et la question qui se pose aujourd'hui, et c'est là-dessus que la plupart de mes recherches portent et la plupart de mes collègues aussi qui s'intéressent à ces enjeux-là, se demandent est-ce que le droit du travail permet encore justement de construire un rempart utile? Est-ce qu'il permet encore de redresser les inégalités et d'agir sur la précarité? C'est quoi la précarité? C'est notre capacité plus ou moins grande à faire face aux incertitudes que la vie entraîne dans son sillage, finalement. Donc, quand on parle de mutation actuelle du travail et de l'emploi, les causes sont évidemment multiples, mais une de celles-là, ce sont évidemment les technologies numériques et je dirais les développements les plus récents, tout ce qui est en lien avec les objets connectés, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait? C'est l'introduction des robots dans le marché du travail, le travail de plateforme, Uber, etc., le fait d'avoir un cellulaire et de toujours regarder nos courriels aux 2 minutes, le fait que notre employeur peut nous rejoindre en tout temps. Les technologies numériques sont en train de changer la façon qu'on travaille. Les conflits armés, que ce soit entre États ou les conflits, la violence armée dans certains coins du monde, on peut voir ce qui se passe actuellement en Haïti ou en Amérique centrale, entraînent des crises humanitaires et d'importants déplacements de population. Ces mouvements de migrants-là vont évidemment se déplacer et chercher à travailler aussi. D'autres perturbations plus, je dirais, récentes doivent aujourd'hui être prises à bras-le-corps. On pense notamment à l'accélération des changements climatiques, aux crises sanitaires comme la pandémie de COVID-19, les chocs démographiques, les pénuries de main-d'œuvre. Tout ça a d'importants impacts sur le travail, comment il s'organise et sur les conditions de travail. 2 grandes catégories d'effets. Dans un premier temps, ces perturbations, ces facteurs de perturbation-là, bien, ils permettent la multiplication des formes d'emploi. Et là, on parle notamment de quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, un contrat sans garantie d'heures. Je t'embauche, mais je ne te dis pas combien d'heures de semaine tu vas travailler, parce que tu vas toujours être disponible au bout de ton cellulaire pour accepter un quart de travail. Donc, ça fait que des personnes cumulent 2, 3, 4, 5 emplois pour parvenir à la sécurité économique. De plus en plus, les travailleurs et travailleuses à statut migratoire précaire, moi, je travaille avec cette population-là depuis plus de 20 ans et j'ai vu les changements qui sont opérés, le nombre qui augmente, les statuts qui se diversifient et aussi l'accroissement des travailleurs et travailleuses autonomes. En moins de 15 ans, le nombre de travailleurs autonomes a doublé au Canada, donc des gens qui ne sont pas des salariés au sens des lois du travail et qui sont donc privés de la plupart des protections qui sont prévues par le droit du travail. Donc ça, c'est la multiplication des formes d'emploi qui découle justement de certains facteurs de perturbation, mais il y a aussi le travail qui change pour des gens qui ont une job très sécure, de 9 à 5 en apparence, peut-être même avec un fonds de retraite, un assez bon salaire, mais qui, justement, par l'impact notamment du numérique, par l'impact des pénuries de main-d'œuvre, la façon qu'on travaille, nos modes d'exercice du travail sont en train de changer. Et ça entraîne notamment, par exemple, d'importants risques sur le plan des risques psychosociaux. On parle de plus en plus de phénomènes d'hyperconnectivité. Moi, j'ai une de mes étudiantes de doctorat qui fait sa thèse là-dessus. C'est absolument fascinant. On est toujours sur nos cellulaires et je plaide coupable à ça, comme probablement beaucoup d'entre vous, à répondre à des courriels, à faire des suivis. Ce phénomène d'hyperconnectivité, c'est documenté, entraîne des problèmes de santé physique et surtout des problèmes de santé mentale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Multiplication des formes d'emploi, changement même dans les emplois de personnes qui occupent des formes d'emploi très traditionnelles. De plus en plus de personnes font face à des déficits de protection, ne sont pas adéquatement protégées dans le cadre de l'exercice de leur travail. Et là, si j'ai le temps, je vais vous donner 2 exemples de recherches que j'ai menées dans les dernières années qui permettent de mettre ça en lumière. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la recherche permet d'alimenter notre réflexion sur les politiques publiques, notre réflexion sur comment l'État doit intervenir justement pour assurer une meilleure protection de ses travailleurs et travailleuses, mais aussi de réfléchir à comment les acteurs sur le terrain, les employeurs, les associations syndicales, les travailleurs et les travailleuses, les organisations sectorielles, doivent aussi intervenir pour assurer justement un socle de protection minimal au plus grand nombre.
Alors, le premier grand thème que j'ai envie de vous parler, c'est la question des travailleurs et travailleuses à statut migratoire précaire. Alors, c'est un très grand terme pour parler de ce grand groupe que sont les travailleurs et travailleuses migrants, qui ne sont pas un groupe homogène, hein, il faut bien le dire. Il y a une pluralité de statuts. Quand on est un migrant, on peut arriver en étant un immigrant. On va pouvoir s'installer de façon définitive au Canada, obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté politique, mais on arrive aussi parfois en tant que demandeur d'asile, où là, on aura un statut incertain pendant un certain nombre d'années. Finalement, un tribunal qui va trancher à savoir est-ce qu'on pourra accéder à un statut de réfugié et éventuellement à la résidence permanente. Mais aussi les travailleurs étrangers temporaires. On entend beaucoup parler actuellement dans les médias. Juste pour vous dire, l'année passée, le nombre de résidents temporaires au Canada est plus grand que les personnes qui sont admises par la voie de l'immigration permanente. C'est la première fois dans l'histoire du Canada que ça arrive. Donc, le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui pénètrent sur le territoire et qui rentrent dans différents secteurs d'activité est de plus en plus important. Et il y a différentes raisons qui expliquent ça. Il y a aussi les personnes qui n'ont pas de statut régularisé, donc qui peuvent arriver par une diversité de chemins. On a beaucoup entendu parler des personnes qui sont rentrées par le chemin Roxham, par exemple, mais il y a une série de raisons pour lesquelles on peut se retrouver sans statut au Canada. On est arrivé avec un permis de travail temporaire qui s'est expiré, une pluralité de raisons, mais souvent, le dénominateur commun de tous ces sous-groupes-là, c'est que ces personnes-là travaillent et ont un statut migratoire précaire qui va avoir une incidence directe sur leurs conditions de travail. Pourquoi? Parce que prenons par exemple l'exemple des travailleurs étrangers temporaires qui viennent par des programmes de migration. Bien, souvent, ces personnes-là vont pouvoir travailler juste pour un employeur. Si ça ne se passe pas bien, ils ne peuvent pas changer d'employeur parce que leur permis de travail est lié à un employeur unique. Souvent, ces programmes-là déterminent des conditions de logement, vont déterminer si tu vas pouvoir avoir accès à des programmes de francisation. Donc, les conditions de vie et les conditions de travail de ces travailleurs et travailleuses-là sont largement surdéterminées par les règles du droit de l'immigration. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le droit du travail, je vous l'ai dit, sa fonction très noble, protéger les travailleurs et les travailleuses, redresser un rapport de force inégal, peine à constituer un rempart utile pour éviter justement des conditions de travail qui peuvent être dangereuses ou qui peuvent présenter des violations à différentes lois du travail. Donc, il faut se poser la question ici, et en termes de politique publique, c'est un enjeu fondamental de comment on conçoit l'articulation entre le droit du travail, qui régit la prestation de travail, d'abord et avant tout, et je dirais seulement, et les règles en matière d'immigration qui vont vraiment encadrer de façon importante la marge de liberté de ces travailleurs et de travailleuses-là, notamment vis-à-vis de leurs droits. Il faut donc penser, oui, en termes de politique publique, peut-être repenser aux règles qui encadrent l'accès à la résidence permanente, mais il faut aussi repenser au rôle des institutions du travail. Emmanuel parlait tantôt de l'inspectorat du travail, ça c'est ce qu'on appelle au Québec la CNESST, et comment cet important acteur du travail peut ajuster ses pratiques et ses stratégies pour répondre aux besoins particuliers de ces groupes-là. Donc, c'est ce que la recherche aussi permet à alimenter, c'est justement le rôle et les pratiques des institutions du travail, et ensuite alimenter la réflexion sur une espèce de restructuration des politiques publiques. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Yes! Je vais vous parler d'une deuxième recherche où là, peut-être que ça va sonner des cloches pour un bon nombre d'entre vous. J'ai mené une recherche sur la question de ce qu'on a appelé la démarcation des temps sociaux. Et donc, ça, c'est cette idée que normalement, on a du temps de travail et on a du temps hors travail. Et là, je prends bien le soin de vous dire que ce n'est pas du temps de repos, le temps hors travail, parce que quand vous faites de la vaisselle, du lavage et du travail domestique, ce n'est pas du temps de repos, mais c'est du temps hors travail productif. Donc, à l'extérieur de la sphère productive, à l'extérieur du travail non rémunéré, on fait aussi du travail non rémunéré. Mais historiquement, il y avait une scission assez claire entre ces temps sociaux-là. Il y avait un moment où on travaillait et un moment où on était parfois en période de repos ou parfois en train de faire des tâches de travail qu'on peut qualifier, par exemple, de travail reproductif ou domestique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les dernières années? C'est notamment par la transformation des outils avec lesquels on travaille, c'est qu'on constate une extensification du travail. C'est-à-dire que le temps de travail s'allonge, le travail rémunéré prend de plus en plus d'espace dans la vie sociale et on constate des phénomènes de mise en disponibilité qu'on a qualifiés de mise en disponibilité
permanente, OK? Et ça, c'est vrai autant pour des gens qui, en théorie, ont un contrat de travail de 37,5 heures semaine, qui travaillent de 9 à 5 dans un lieu de travail fixe, parfois peut-être en télétravail depuis 2020. Mais ce qu'on constate pour ce groupe-là, c'est des phénomènes d'hyperconnectivité professionnelle. Donc, effectivement, d'être rejoint, parfois par l'employeur, mais principalement par les collègues, dans un mouvement d'interaction presque constant qui fait en sorte que cette scission entre les temps sociaux devient de moins en moins probable. Donc, ça, c'est pour ce groupe-là. Et là, il y a un deuxième groupe, et c'est certainement ce deuxième groupe-là qui est le plus à risque en termes, justement, de brouillage de frontières entre les temps sociaux. Il y a un deuxième groupe qui n'a pas un emploi de 9 à 5, 37,5 heures semaine, mais qui dépend des affectations que l'employeur ou les employeurs pour lesquels il ou elle travaille vont leur donner. Et là, c'est justement, je référais tantôt au contrat sans garantie d'heure ou encore au travail sur appel, au travail non permanent. Et ça fait en sorte que pour ce groupe-là, et c'est souvent des gens issus de l'immigration, des personnes racialisées qui sont surreprésentées dans ces groupes-là, ils peinent à parvenir à une sécurité économique en occupant un seul emploi. Donc, on va se retrouver dans des situations où ces personnes-là doivent faire du cumul d'emplois et naviguer des complexités simplement pour parvenir à une sécurité économique et qui crée des gros défis en termes de conciliation travail-famille. Quand notre mise en disponibilité pour pouvoir travailler est très étendue, mais il en demeure pas moins que les écoles et les garderies ferment bon an, mal an entre 5h30 et 6h. Et pour certains groupes, ça peut devenir très, très difficile de naviguer les contraintes du marché du travail et de naviguer cette conciliation travail-vie personnelle qui n'est pas un luxe pour certaines personnes, mais qui est habité de contraintes réelles. Qu'est-ce qui se passe pour l'hyperconnectivité professionnelle? Qu'est-ce qui se passe pour encadrer la mise en disponibilité permanente dans nos lois du travail? Mais je vous annonce en grande pompe, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que nos lois du travail ont été pensées, ont été réfléchies à une époque où on rentrait au bureau avec notre mallette à 9 h du matin, on faisait notre travail, on repartait avec notre mallette à 5 h, personne ne nous appelait le soir, sauf dans des très rares cas d'exception, si on était peut-être un cadre supérieur dans une entreprise, et on travaillait à peu près jamais la fin de semaine. Donc, les lois du travail ont été pensées dans ce modèle d'organisation du travail-là et ont très peu changé pour embrasser justement cette transformation qui entraîne, par exemple, la présence de plus en plus accrue d'outils numériques dans notre travail et cette mise en disponibilité permanente. Alors là, il faut se réfléchir. La recherche, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit aux solutions. C'est quoi la solution pour répondre à ces enjeux-là? Alors, vous avez certainement entendu parler du droit à la déconnexion. Ça a été un buzzword avant la pandémie et après la pandémie, là, je pense que je recevais un appel par semaine de journalistes qui me demandaient le droit à la déconnexion, n'est-ce pas la solution clé? Mais pour moi, le droit à la déconnexion, ce n'est pas une panacée. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple très concret. Si on dit aux personnes, et il y a eu des expérimentations en ce sens qui ont été faites dans certaines entreprises en Allemagne, bien, on débranche les serveurs. Les gens ne reçoivent plus leur courriel après 18 heures. Bien, si on n'a pas réfléchi au temps que ça prend pour faire notre prestation de travail, on est en train de créer une source de stress supplémentaire sur les personnes parce qu'on n'agit pas sur les raisons pour lesquelles les gens communiquent au-delà de leurs heures de travail. On agit simplement sur le symptôme. Donc, c'est vraiment important de comprendre les causes de l'extensification du travail, pourquoi le travail s'allonge de plus en plus, pour comprendre aussi une autre expression qu'on utilise beaucoup dans les recherches dans ce domaine-là, pourquoi le travail s'intensifie, pourquoi les tâches se multiplient. Ce n'est plus possible maintenant de faire sa prestation de travail dans le temps prescrit. Donc oui, le droit à la déconnexion en tant que concept pour réfléchir à comment il faut changer nos lois, comment il faut changer la régulation du travail, mais en tant que tel, comme mesure seule, de mon point de vue, ce n'est pas une panacée. Ce qu'on a vu apparaître aux États-Unis, alors on a toujours l'impression que les États-Unis, c'est les cancres en matière de protection des travailleurs. Bien, c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de villes qui cherchent à réguler le travail face à l'inaction du législateur fédéral et, dans certains cas, du législateur étatique. Bien, il y a de plus en plus de villes qui ont pris à bras-le-corps la décision de réguler le travail. Alors, le système constitutionnel américain d'une complexité effarante, mais dans certains cas, les villes, l'État et l'État fédéral peuvent réguler sur une même matière, et c'est notamment le cas pour ce qui est de la régulation du temps de travail dans certains cas. Et il y a plusieurs municipalités, même certains États,
qui ont adopté des lois qui s'appellent les Fair Work Week Act et qui imposent, par exemple, pour ces travailleurs qui sont sans garantie d'heure, de donner l'horaire de travail 5 jours à l'avance, 3 jours à l'avance, 96 heures à l'avance, à défaut de quoi il y a des pénalités qui sont données aux travailleurs. Donc, ça a changé la pratique dans la façon qu'on organise les horaires de travail, qu'on organise le travail, et le fardeau s'est transféré du travailleur et de la travailleuse vers l'employeur. Je conclue très, très, très rapidement. Alors, qu'est-ce que la recherche peut faire pour comprendre justement si le droit du travail est encore utile, est encore un rempart suffisamment utile pour pallier aux inégalités, pour agir contre la précarité? Mais il faut se poser aussi d'autres questions, parce qu'on peut avoir une masse de normes, on peut avoir une masse de protections, mais encore faut-il que les premiers intéressés connaissent ces protections-là, aient conscience qu'elles existent, considèrent qu'elles sont légitimes et les mobilisent. Et pour moi, c'est toute la réflexion sur l'effectivité du droit, c'est comme ça que je la qualifie, qu'il faut vraiment garder active pour s'assurer que tous ces cadres normatifs qu'on élabore, et on est dans une société complexe où les normes sont multiples, où il y a une articulation très, très fine et très complexe des normes, où il faut constamment se demander, sont-elles connues, sont-elles légitimes et sont-elles actionnées, mobilisées, mises en œuvre? Alors, je vous remercie beaucoup et à plus tard. Merci infiniment, Dalia, pour illustrer, je pense, un sujet qui va continuer de nous habiter puis soulever des passions, hein, parce qu'on passe une grande partie de notre vie à travailler. Et effectivement, toutes ces mutations qui se produisent et le bien-être des travailleurs et plus largement de nos sociétés et de nos enfants, de nos familles qui sont aussi impactés par ces nouvelles modalités du travail. Donc, c'était passionnant. Petit changement, on va demander à Marie-Alexia de passer par la suite. Donc, c'est un grand plaisir de présenter Marie-Alexia, qui est ma complice depuis maintenant 4 ans, notamment sur les Nuits de la justice, mais sur d'autres dossiers. C'est une étudiante au doctorat de bioéthique à l'École de santé publique. Elle possède un DESS et une maîtrise en bioéthique. Elle est également coordonnatrice pour un projet de recherche que je mène et chargée de cours et auxiliaire d'enseignement à l'ESPOUM. Elle a travaillé 3 ans au Bureau de la conduite responsable en recherche à temps partiel et elle est maintenant à temps plein au Bureau de la conduite responsable en recherche de l'Université de Montréal. Elle est membre du comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie de l'UDM, toujours, et du comité en éthique de la recherche psychosociale du CIUS, Centre-Ouest de l'Huile de Montréal. Elle s'intéresse à l'éthique de la recherche, à l'éthique en santé publique et en santé mondiale, et ses travaux concernent notamment l'autonomie des personnes enceintes et les enjeux éthiques en santé reproductive. Peut-être je me permettrais d'ajouter, parce que je connais bien Marie, qu'elle a une formation de sage-femme en France. Donc, voilà, quand elle est arrivée au Québec, c'était mûri de cette formation et avec un désir d'approfondir les enjeux bioéthiques liés à ce qu'elle avait observé comme sage-femme. Donc, Marie. Bonsoir tout le monde. Tout le monde entend bien, ça va? Pas l'habitude de parler au micro. C'est ça. Ce soir, en complément de mes collègues, je vais vous parler du principe de justice dans la recherche en prenant l'exemple de ma recherche de doctorat, en fait, qui s'intéresse à l'empowerment des personnes enceintes dans leur suivi médical de grossesse. Rapidement, il y a un écho? Non, je me demande. Est-ce que vous entendez bien? Je m'excuse. Oui. Non, certainement, c'est ça. Je m'excuse. Je vais juste essayer de... Sinon, est-ce que je peux le prendre? Oui, ben, si vous voulez le tenir, c'est juste... Est-ce que ça va si je parle comme ça? C'est mieux? Allez, on y va comme ça. Donc pour la présentation, je vais juste vous présenter rapidement mon projet doctoral. Après, je ferai des liens avec l'empowerment. C'est normal si ça ne parle pas à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux. C'est que c'est bien aussi dans l'air du temps. Ça a fait pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Puis, je prendrai un petit temps aussi pour vous présenter le principe de justice d'un point de vue comment on l'applique concrètement quand on mène une recherche. Parce que c'est intéressant. Pour l'instant, on parle beaucoup comme sujet de recherche, mais c'est aussi important à prendre en compte quand on fait une recherche. Donc, comme le disait Emmanuel, moi, j'ai une formation de sage-femme, en fait, en France. Et pendant mes stages, j'ai vu que les personnes enceintes et leurs partenaires étaient confrontés au suivi prénatal de grossesse. Et c'est obscur, c'est gros. Ça peut être aussi très difficile pour elles de faire face à tous les tests, toutes les échographies, toutes les prises de sang qu'il peut y avoir. Donc, il y a ce sentiment de perte de contrôle, en fait, des personnes enceintes et de leurs partenaires dans leur suivi de grossesse. Quand elles m'en parlaient, elles me disaient
que finalement elles prennent des décisions, mais c'est pas vraiment les décisions qu'elles souhaitaient, c'est plus ce qui est recommandé, c'est plus parce qu'elles veulent protéger leur enfant à naître, c'est plus parce qu'elles font confiance à leurs professionnels de santé. Pourtant, il y a des études qui ont mis de l'avant que le fait de prendre des décisions pendant la grossesse et de prendre des décisions qui concernent sa santé et la santé de son enfant à naître améliore en fait la santé maternelle et infantile sur le long terme. Donc c'est vraiment important d'encourager cette prise de contrôle, cette prise de pouvoir dans la manière d'interagir avec les prestataires de santé et dans les décisions qui sont prises sur le suivi de grossesse. Donc, il y a 2 enjeux principaux que je mentionnais. Le premier, c'est le suivi prénatal de grossesse qui est obscur. Le deuxième, c'est la relation de soins avec le prestataire de santé. Attention, j'en étais une. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent cette relation. C'est très demandant pour les personnels de santé aussi d'être présents et de pouvoir répondre à des questions ou à des inquiétudes de couples qui sont là 10 minutes, 15 minutes dans votre bureau. Ça n'empêche qu'il reste quand même qu'il y ait une relation de pouvoir qui est véhiculée par la société, par les couples et par les professionnels de santé, qui repose sur le fait que d'un côté, on a l'expertise médicale et de l'autre côté, on a l'expertise plus profane, expérientielle de « on vit la grossesse et c'est tout », entre guillemets. Donc, même si on essaye de faire des choses pour modifier ça, ça n'empêche que la balance, pour l'instant, elle n'est pas encore équilibrée et que ça peut impacter le vécu de ces personnes. Donc moi, en ayant constaté tout ça, je vous dirais qu'en tant que stagiaire, on ne peut pas faire grand-chose, même si on essaye de prendre le temps. J'ai voulu, dans mes études, en fait, prendre un pas de recul et voir comment on pouvait accompagner ces personnes dans acquérir ce pouvoir, faire valoir leurs décisions, les partager. Donc tout à l'heure, je parlais d'empowerment. Qu'est-ce que c'est ? Ça se base en fait sur plusieurs choses pour acquérir du contrôle. Il y a bien sûr du contrôle, mais pour avoir ce contrôle, il faut avoir des connaissances. Donc ça peut être des informations, ça peut être du soutien. C'est les ressources pour aller chercher ces informations aussi. C'est pas le tout qu'elles soient disponibles. On a tous, on a tous accès à Internet, mais si on n'a pas le smartphone ou l'ordinateur pour y accéder, ça nous sert pas non plus. Il faut aussi avoir l'expérience suffisante pour pouvoir analyser ce qui a été fait avant. Ça manque parfois parce qu'il y a beaucoup trop de choses, on n'a pas les capacités qui nous permettent de prendre ce pas de recul pour analyser ce qui a été fait, si on est satisfait de comment ça a été fait, et de le refaire par la suite. Je vous ai mis l'empowerment en santé reproductive. C'est le même principe, sauf que d'un côté, ça cible particulièrement le parcours de soins pour le patient, et de l'autre côté, le suivi de grossesse pour les personnes enceintes et l'enfant à venir. Donc pourquoi l'empowerment c'est intéressant ? Ça a plusieurs avantages. Déjà, ça augmente l'autonomie des personnes. Dans le sens, on va vous donner la possibilité de prendre les décisions qui vous concernent selon vos valeurs, selon vos principes. C'est vous qui prenez cette décision. Attention, je sais que comme ça paraît facile. On conceptualise beaucoup l'autonomie comme quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que nous, on prend notre décision pour nous-mêmes et ça finit là. Je nuancerai dans le sens où je travaille beaucoup avec l'autonomie relationnelle. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup, cette théorie-là. C'est dire que oui, on prend notre décision, mais on est influencé par la toile sociale dans laquelle on évolue. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupé du monde, on a notre entourage, on a nos professionnels de santé, on a notre système de santé, on a la société. Et ça, mine de rien, forcément, ça influence nos décisions. Donc, oui, on est libre de prendre la décision qu'on veut jusqu'à un certain point. La prise de décision informée, souvent on parle de « est-ce que vous consentez de manière libre et éclairée ?» Comme le mentionnait très bien tout à l'heure Emmanuel, c'est cette décision qui est basée sur des informations suffisantes pour que vous puissiez la justifier et qu'elle vous parle, cette décision. Ce qui est intéressant dans l'empowerment, c'est le rôle du professionnel de santé. C'est-à-dire que souvent, on parle de décision partagée. C'est lui qui va vous amener des informations, même si vous pouvez aller en chercher en plus à côté. Ça n'empêche pas. Le professionnel de santé a quand même un rôle à jouer pour vous aider à naviguer dans tout ce qu'il y a de disponible. Donc, c'est une prise de décision qui est aussi partagée. Il y a plusieurs études qui mettent aussi de l'avant que l'empowerment permet de favoriser une meilleure compliance au traitement de médicaments et aussi une amélioration de l'état de santé. Finalement, il y a quand même cet intérêt de réduction des inégalités, puisqu'en offrant à des personnes qui n'ont pas forcément les ressources disponibles pour prendre leurs décisions, vous les engagez en fait à faire valoir leurs décisions, à faire valoir leurs choix, à leur donner une voix dans leurs soins. Donc ça, c'est important. Maintenant que je vous l'ai bien vendu,
il y a quand même un certain nombre d'inconvénients liés au concept, qui ne sont pas des inconvénients directs, mais qui sont des inconvénients, des défis, en fait, que je dirais que quand on propose une solution, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est jamais miraculeux, il y a quand même des risques, il y a quand même des défis, il faut en avoir conscience quand on le met en place pour pouvoir pallier à ces risques-là, sinon on échappe quelque chose. Dans le cas de l'empowerment, c'est qu'on se base sur l'information pour aider les personnes à prendre des décisions, à les encourager à prendre les décisions qui les concernent. Quand on fait face à des informations qui sont insuffisantes, biaisées ou qu'il y en a trop, comme ce qu'on a sur Internet, il y a tout et de rien. Oui, c'est super parce que du coup, quand il y a un doute, quand il y a une question, la personne enceinte peut aller chercher les informations qu'il lui faut. Mais je ne connais pas exactement les sites qu'il y a encore ici, mais nous, en France, on a Doctissimo. Vous tapez trois symptômes, vous finissez avec un cancer. Ça aide pas. Ça aide pas pour la personne enceinte qui est déjà très stressée de base de par la situation. Donc c'est important de faire attention aussi à ça. Et souvent, les personnes enceintes ne sont pas équipées pour faire face à cette masse d'informations. Et donc là, en fait, le processus d'empowerment, de prise de contrôle, il s'inverse. Ça marche plus. Il y a aussi la responsabilité excessive. Tout à l'heure, on disait, c'est bien, les gens se prennent en main, ils se responsabilisent, ils décident pour eux-mêmes. Donc je le redis comme pour l'autonomie relationnelle, ils n'ont pas un contrôle sur tout. Il y a des choses, il y a des facteurs qui vont influencer leurs décisions sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Ça peut être des facteurs génétiques, ça peut être des facteurs externes liés à leur statut socio-économique, ce genre de choses. Donc c'est important non plus de ne pas les tenir responsables pour tout en les pointant du doigt quand ça n'a pas marché. En fait, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Puis mine de rien, même si ça peut réduire les inégalités, il y a aussi des inégalités existantes qui vont perdurer parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour aller chercher les informations, vous restez quand même avec ce manque d'informations par rapport à d'autres strates de la population. Donc c'est important à avoir en tête. Comment on peut faire un lien plus rapidement entre empowerment et le principe de justice ? Il est moins aisé à faire qu'entre empowerment et principe d'autonomie parce que c'est plutôt intuitif de voir qu'on décide pour soi-même, mais il y a quand même quelque chose dans la naissance de l'empowerment qui est intéressant à noter. L'empowerment, il est né au siècle dernier, il a commencé un peu plus tôt, mais il a principalement pris son essor au siècle dernier dans des mouvements de personnes, de communautés qui n'avaient pas leur mot à dire, qui n'avaient pas de voix représentée dans la population. Je pense par exemple aux femmes, je pense aussi aux populations afro-américaines aux États-Unis. Ce type de personnes, en fait, se sont unies et sous forme de communauté, ils ont pris la voie de se faire entendre, ils ont pris le parti de revendiquer leurs droits, ce genre de choses. Donc ça naît vraiment d'une volonté d'avoir une représentativité dans la société de tous les groupes qui la composent. Maintenant que j'ai assez parlé de mon sujet de doctorat, parce que même au bout d'un moment on n'en peut plus, on est d'accord. Le principe de justice en recherche, comment on l'applique ? La première partie, c'était vraiment, le principe de justice comme sujet de recherche avec l'empowerment. Comme le présentait aussi Emmanuel, ça a son rôle dans la manière de faire la recherche, comment on l'implique, comment on l'intègre dans nos procédures pour mener une recherche. Ça se fait à toutes les étapes de la recherche. La première, sur l'identification de la population à l'étude. On en parlait tout à l'heure, inclusion, exclusion, justifier, c'est important. Je prends l'exemple encore de ma recherche parce que c'est ce qui vient le plus facilement. Depuis le début, je vous parle de personnes enceintes. C'est fait exprès. C'est parce que, de prime abord, on parlera plus souvent de femmes enceintes et c'est correct. Mais moi, je voulais intégrer toutes les personnes qui ne s'identifient pas non plus au genre femme. Même si biologiquement, on est d'accord qu'il y a quelque chose, ça n'empêche que je ne voulais pas les exclure parce que pour moi, dans ma recherche, je n'avais pas d'intérêt à les exclure. Bien au contraire, c'est intéressant d'avoir une diversité dans la population à l'étude. Pour le recrutement, faire attention aux canaux utilisés et au matériel utilisé. Là encore, on essaye d'adapter aux populations, aux diverses populations qu'on vise. Par exemple, pour les personnes enceintes, je voulais y compris rejoindre les personnes qui étaient à un niveau socio-économique plus faible, où c'est difficile d'aller les chercher, parce que souvent moins représentées dans les recherches, parce qu'il y a bien d'autres choses au quotidien à faire pour ces personnes-là qui n'ont souvent pas les revenus économiques nécessaires pour survivre. En faisant de la recherche, il s'est avéré que ces personnes-là ont accès à un smartphone et aux réseaux sociaux et sont actives dessus. Du coup, on va aller faire un recrutement plus ciblé via les réseaux sociaux pour aller les chercher. Au niveau du consentement, pareil, attention au format langue-information. On parlait de consentement éclairé. Pour être éclairé, oui, il faut les bonnes informations, mais il faut les donner de la bonne manière. On parlait d'analphabétisation tout à l'heure, de faible niveau de littératie. C'est important d'adapter le formulaire de consentement parce que si vous donnez quelque chose que vous pourriez donner à un prof d'université versus une personne qui n'a même pas
je ne sais pas le niveau ici, mais nous, c'est le niveau primaire. Au niveau lecture, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas un consentement éclairé, on passe à côté de quelque chose. Donc, c'est important. Il y a d'autres formats. Ça peut être verbal, ça peut être grâce à des images, ça peut être vraiment via divers supports pour encourager ce consentement éclairé. Au niveau de la méthodologie, je ne l'ai pas fait. Mais de plus en plus, il y a des méthodologies qui s'appuient sur de la recherche participative, de la recherche-action, de la recherche partenariale. Le point commun, c'est que du coup, on essaye d'impliquer dès le choix du sujet de recherche ou dès la conception de la méthodologie de la recherche, les populations visées. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, il y a un vrai feedback tout de suite qui se fait sur comment ça devrait se dérouler. Et en plus, au niveau des résultats, l'appropriation par la communauté se fait bien plus. Parce que du coup, ils ont participé à la réalisation, puis ils tombent sur des résultats qui les concernent et qui veulent s'approprier. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Au niveau des avantages et risques, voilà, on en parlait encore un petit peu tout à l'heure, mais important d'avoir une balance qui est équilibrée et qui ne remet pas un fardeau sur une partie de la population qui est déjà très sollicitée ou c'est déjà difficile. D'un point de vue de l'analyse, attention aux biais, transparence et intégrité. Je sais qu'on en parle beaucoup et je veux aussi l'aborder parce que je trouve que c'est important de le dire, mais absolument pas d'une manière jugeante ou stigmatisante. On a tous nos biais, moi la première. Mais c'est normal, on est humain, c'est comme ça fait partie de nous. Ce qui est important, c'est de prendre ce pas de recul pour analyser, pour voir éventuellement où il se trouve, faire preuve de réflexivité sur nous-mêmes et puis d'aller dans ce sens-là. Ça peut être intéressant du coup de faire appel à de double vérification ou de croisement de données pour justement s'assurer qu'on minimise ces biais-là. Puis enfin, mais pas des moindres, je trouve que c'est quand même une section importante où, en tant qu'équipe de recherche, des fois, on fait moins attention, même si ça se passe de plus en plus quand même de part des actions, la diffusion des résultats de recherche. C'est important de faire un retour aux participants dans les recherches parce qu'ils ont mis du temps, ils ont mis de l'énergie dans la participation, donc c'est bien de leur faire un retour sur les résultats qu'ils ont eus. Et puis surtout, de varier les types de diffusion qui sont faites. Souvent, on parle d'articles scientifiques, on pense articles scientifiques, et c'est correct parce que c'est comme ça, c'est là-dedans qu'on évolue, puis que c'est important de partager à la communauté de recherche, puis parce que c'est toujours aussi très valorisé d'un point de vue organisme subventionnaire ou ce genre de choses. C'est super intéressant de faire d'autres types aussi de retours auprès des participants. Donc ça peut être des rapports publics, ça peut être des forums citoyens, ça peut être des ateliers communautaires où du coup il y a une vraie appropriation et vulgarisation des résultats vers la communauté qui est visée par les résultats. Donc en conclusion, le principe de justice en recherche, c'est non seulement un sujet comme je vous l'ai montré, mais c'est aussi vraiment une manière de mener la recherche qu'il faut prendre en compte. Comme le mentionnait Emmanuel, c'est pas quelque chose qui est forcément intuitif ou qu'on a comme ça de prime abord, mais c'est important de faire juste cet effort supplémentaire parce qu'au final, ça donne des résultats beaucoup plus riches, quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour la population à l'étude et pour la société en général. Et voilà. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très pertinente et qui, je pense, pourra inspirer certains d'entre vous. Je parle surtout aux étudiants, mais de voir comment on peut, même au doctorat, avoir des enjeux et des préoccupations de justice sociale qui animent nos recherches. Puis, si je peux me permettre également, la prise en compte de la justice en recherche, ça permet aussi de maintenir une confiance entre les communautés, la société et le monde de la recherche. Donc, voilà. Alors, notre prochain conférencier, c'est Charles-Étienne Daniel, qui est membre du Barreau du Québec et professeur adjoint aux facultés de droit et de génie de l'Université de Montréal, où il enseigne principalement dans le domaine du droit et de l'éthique. Est-ce que ça va? J'étudie quelque... Sherbrooke, puis j'ai dit Montréal? Mon Dieu! Là, il y a quelque chose qui se passe. On m'envoie trop d'ondes de l'Université de Montréal. Désolée. L'Université de Sherbrooke, oui, tout à fait. Merci de m'avoir corrigé. Et donc, il enseigne dans les domaines du droit, de l'éthique, du développement technologique et des sciences de la vie. Il est co-directeur du Centre de recherche de la régulation et du droit de la gouvernance et responsable du programme de baccalauréat maîtrise en droit et sciences de la vie. Il est également membre de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation technologique et co-responsable de l'Axe Impact, Usage et Société au laboratoire nanotechnologie et nanosystèmes rattaché à l'Université de Sherbrooke.
Ces intérêts de recherche ciblent plus particulièrement l'accompagnement, la gouvernance et la responsabilité civile liées au développement de la robotique interactive. Ils s'intéressent également à la régulation des différents enjeux de nature technique, éthique, légale et sociétale liés au développement de technologies émergentes telles que les technologies quantiques, dont on entend parler de plus en plus, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies et les biotechnologies. Charles-Étienne? Merci pour ce petit changement. À ma connaissance, ChatGPT ne souffre pas de chat dans la gorge, donc on a encore certaines limitations en tant qu'être humain. Aujourd'hui, ça me fait bien plaisir peut-être de m'inscrire un petit peu dans la continuité de ce que mes collègues ont présenté, puis surtout ici, là, ce que Marie, Alexia, ce que Dalia et Emmanuel ont présenté. Ça va rejoindre un petit peu un projet de recherche que j'aimerais bien vous mentionner, où on a en fait examiné un peu, merci beaucoup, la perception qu'ont les personnes âgées par rapport à l'utilisation d'un robot qui serait destiné à les accompagner pour diverses tâches de leur vie quotidienne. En fait, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est d'examiner parmi les différents résultats de recherche qu'on a obtenus, quels sont ceux qui interpellent plus particulièrement l'enjeu de la justice. Donc, c'est un projet de recherche là, qui a été mené par mon collègue, le professeur François Michaud, qui est directeur du programme de génie robotique, mais qui, je dois le mentionner, là, a été mené par plusieurs collègues, des juristes, des membres, des professeurs là, en sciences de la gestion, en éthique, et donc tout le monde interagit ensemble. Donc, petit plan de la présentation. Donc, non, je vous ne parlerai pas du projet Skynet, c'est plutôt le projet SMART qui était le nom qui a été donné au projet de recherche. On va examiner sur la base des différents résultats qui ont été collectés, quels sont ceux qui interpellent plus spécifiquement l'enjeu de la justice. Et je vais simplement me permettre d'esquisser un petit aperçu de l'univers normatif qu'on retrouve en arrière-plan. Évidemment, bon, je n'aurai pas le loisir maintenant là, d'exposer toutes les règles en matière de robotique. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre de nos excellents collègues ici, Nicolas Vermez et Marie-Ève Lacroix, qui viennent tout juste de sortir leur ouvrage sur la responsabilité civile, qui pourront certainement compléter mes propos. Mais ça nous permettra de voir un petit peu la recherche qui doit être faite dans ce domaine-là. Donc, ici, je ne vous cache rien, je le présume, le vieillissement de la population, c'est un enjeu réel auquel on est de plus en plus confronté. Le Québec est l'une des sociétés parmi les plus vieillissantes au monde, après le Japon et la Corée du Sud. Ce sont des informations que je suis allé chercher auprès de Statistique Canada et de l'INSPQ. Et une personne âgée... Une personne sur 4 en 2031 sera âgée de 65 ans et plus. Donc, le vieillissement de la population, c'est franchement quelque chose qui va nous frapper de plein fouet. Ceci va nous confronter à différents problèmes, entre autres des problèmes de santé, puis des enjeux aussi liés à la main-d'œuvre. Donc, c'est exactement dans le cadre de ce contexte-là que s'inscrit le projet de recherche, c'est-à-dire de concevoir une plateforme qui permet le déploiement de robots qui permettront d'accompagner, mais surtout de répondre à différents besoins réels manifestés par des personnes âgées et qui, incidemment, permettront aussi, du moins c'est ce qui était espéré, de répondre à différents enjeux concernant le personnel soignant et administratif. Donc ici, les principaux objectifs, c'était surtout d'échapper au phénomène qu'on qualifie de vallée de la mort de l'innovation. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce terme-là, c'est en fait tous les obstacles qui peuvent se présenter, entre autres, lorsqu'on est dans le cadre d'un projet où on va développer un nouvel objet technologique, c'est extrêmement difficile de percer et de se rendre ultimement à la commercialisation, ou du moins à la mise en société de l'objet technologique. Et surtout, c'est de concevoir une technologie, concevoir un objet qui va manifestement répondre aux besoins qui sont réellement exprimés par ceux qui sont ciblés. Et donc, les défis du projet, c'est d'abord comment est-ce qu'on s'assure de concevoir de manière éthique
et de manière utile, un robot qui va vraiment répondre aux besoins qui sont manifestés. Et comment est-ce qu'on peut capter adéquatement les perceptions qu'ont les gens à qui s'adresse le robot, les personnes âgées, par rapport à ce que représente pour eux l'utile et l'acceptable. Donc, je vous présente ici les 4 robots qui ont surtout été déployés. Il y en a 3 qui ont déjà été commercialisés. Le robot Omni, Beam Plus, Cutie. Et le dernier, T-Top, c'est un robot qui a été entièrement conçu par l'équipe de roboticiens de A à Z. Donc, ils ont conçu les plans, ils ont fait l'impression 3D, ils ont fait la programmation. Le robot, en fait, qui a été le plus utilisé, c'est le Beam Plus. C'est un robot de téléprésence. Donc, vous pouvez vous imaginer une espèce de gros iPad au bout d'une plateforme mobile qui est capable de se repérer, entre autres, avec le son et avec l'image. Donc, en quoi consiste ce fameux projet de recherche? En fait, l'idée, c'était de pouvoir déployer des robots dans 2 résidences pour personnes âgées et de collecter, en fait, leur perception, de voir est-ce que les robots répondent bien aux différents enjeux que ces personnes-là peuvent subir. On parle ici de personnes âgées qui sont soit autonomes ou semi-autonomes. Et sur la base du feedback que ces personnes-là nous procurent, eh bien, il y a un ajustement qui peut être fait au niveau du déploiement du robot. Donc, le but, c'était de laisser le robot en fonction d'une certaine période de temps, quelques jours, quelques semaines, de voir comment les gens l'utilisent, de voir leur appréciation, d'effectuer par la suite des petits ajustements techniques et surtout de faire des journées d'expérimentation. Donc, de présenter le robot, de leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne avant de les laisser jouer avec la machine. Vous le comprendrez, avec la COVID, en fait, le projet était supposé se dérouler entre 2020 et 2023. Arrive cet événement fâcheux qui nous a empêchés dès le départ de déployer les robots. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à collecter les données, à contacter, en fait, les personnes âgées. Donc, ça a éminemment compliqué la vie des chercheurs, autant les roboticiens que nous, les juristes, les éthiciens, qui essayons de recueillir, en fait, là, la perception que les gens se font de l'utilité de la machine. Néanmoins, juste avant que la date fatidique du 10 mars, c'est ça, le 10 mars 2020, de mémoire, ça tournait autour de ça, là où on a stoppé tout. Durant l'automne, en 2019, on avait pu mener un projet pilote où on avait eu la chance d'organiser une première journée d'expérimentation. Donc, il y avait un robot qui avait été mis à la disposition des personnes âgées dans une résidence. On a pu faire une activité, une forme de sondage où les gens avaient des cartons rouges, des cartons verts, puis ils répondaient à différentes questions. Et il y a eu aussi une entrevue de groupe qui a été réalisée avec une dizaine de personnes. Donc, ce que je vous présente, ce sont les résultats tirés de ces différentes activités avant que la COVID nous casse un peu, nous fauche un peu l'herbe sous le pied. Évidemment, ici, ce que je vais vous présenter dans le cadre de la présentation, ce sont des considérations qui sont un peu plus liées à l'enjeu de la justice. Ici, je me permets de reprendre un petit peu ce qu'Emmanuel nous a présenté tantôt. En matière d'intelligence artificielle puis de robotique, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de justice? Bon, on parle souvent des biais, de la discrimination, la réduction des inégalités, l'accès à la technologie, la littératie, le phénomène de la boîte noire, où on va essayer de distinguer qui serait imputable dans le processus décisionnel. Et moi, ce que j'ai fait un peu comme exercice sur la base de différentes considérations, c'est que là, j'ai essayé de voir, bien, sur le plan de la justice, qu'est-ce qui nous parle un peu plus? L'exemple que je vous propose ici, qui est analogue à ce que je vais vous montrer, si on regarde la Déclaration de Montréal sur le développement de l'intelligence artificielle, quand on regarde les différents principes en lien avec la justice, bien, les différentes considérations que je vous mentionne sont soit relatives à l'équité ou à la responsabilité. Et ici, je me permets de faire un lien rapide avec ce que Emmanuel nous présentait. Concernant notre fameux projet de recherche, maintenant, la justice, comment ça se représente, comment on peut en faire un objet d'analyse, c'est sous l'angle de la vulnérabilité des personnes âgées. Donc, ces personnes-là, lorsqu'on leur présentait le robot, on leur demandait « Pensez-vous que c'est utile? Voyez-vous un avantage, un inconvénient à utiliser ces différentes machines? » L'optique, l'angle d'analyse que ces personnes-là avaient, qu'on a travaillé, c'était celui de la vulnérabilité. Autrement dit, est-ce que le robot est susceptible d'augmenter leur état de vulnérabilité, donc
d'avoir un impact négatif sur ces personnes-là, ou au contraire de diminuer leur état de vulnérabilité, donc d'avoir un impact positif, d'améliorer en quelque sorte leur qualité de vie. Et donc, je vous propose une catégorisation en fonction de 3 considérations: considérations juridiques, éthiques et sociales, et techniques économiques. Ce que vous voyez, ce sont la répartition entre les impacts positifs selon différents enjeux. Ici, en termes de considérations juridiques, on va parler entre autres de l'intégrité physique, de la vie privée, des libertés individuelles et de l'autonomie de la personne. Et ce que vous voyez en gras, ce sont, par exemple, différents enjeux particuliers qui ont été soulevés dans le cadre des entrevues et qui se distinguent de ceux qu'on retrouve dans la littérature. Donc, les mentions qui ne sont pas en gras, ce sont ce qu'on retrouve communément et qui ont été confirmées par le biais de nos observations dans le cadre du projet de recherche. Donc, très rapidement, parce que le temps file, si je regarde avec vous les différents impacts, évidemment, tout ce qui concerne le support physique pour la marche, donc là où le robot va être perçu comme une espèce de canne améliorée ou vraiment un appui sur lequel les personnes âgées peuvent bénéficier pour l'accomplissement de certaines tâches, ça va évidemment augmenter leur état de bien-être, donc ça va diminuer leur vulnérabilité. Toute la question aussi de la surveillance. Souvent, on se dit « Oh mon Dieu, il y a une machine qui circule dans une chambre avec une caméra. C'est sûr que ça va attenter à leur vie privée. Les gens vont être mal à l'aise. » Bien, ici, ça a été une belle découverte. Du point de vue des personnes âgées, le fait de bénéficier de cette surveillance-là accrue, c'était perçu de façon positive parce que ça les rassurait si jamais il y avait un événement malheureux qui survenait. On pense surtout à des chutes. C'était une façon de les rassurer en leur disant « Si je tombe, il y a quelqu'un qui va voir ou il y a un signal qui va être transmis, puis il y a quelqu'un qui va intervenir, qui va venir m'aider. » D'un point de vue négatif, tout ce qui concerne l'aide pour des tâches qui sont de nature un peu plus intime, par exemple l'hygiène corporelle, c'était perçu, on le comprendra, de façon assez négative. Et il y avait aussi, ça c'était intéressant, la crainte d'entrer en conflit avec le robot. Les gens étaient hésitants à vouloir utiliser un robot parce qu'ils disaient « Ouais, mais là, si la machine ne me comprend pas, on va s'obstiner, puis là, ça ne me tente pas d'être dans cet état-là, donc non, je préfère m'en passer. » Très intéressant. Considération éthique et sociale. Donc, ici, on parlait plus d'aide pour des étirements musculaires, de faciliter les tâches quotidiennes, la présence aussi dans le milieu de vie, engager les conversations, le fait qu'il manque de personnel, tout ça pouvait contribuer à l'état de bien-être, donc diminuer la vulnérabilité. Inversement, pour certaines tâches plus précises, par exemple, là où on va avoir besoin de professionnels de la santé, au niveau de la prise de médicaments, puis aussi, un enjeu intéressant, le manque d'espace. Les gens se disaient, mais le robot, je veux bien, mais où est-ce que je le mets? Ma chambre est tellement petite. C'était des enjeux qui ont émergé sur la base des considérations éthiques et sociales. Et finalement, les différentes considérations techno-économiques, l'enjeu majeur, c'était le coût. Est-ce que je suis capable de me payer ce robot? Compte tenu des différents avantages que je perçois qu'il pourrait m'apporter? Et est-ce que ça va être compliqué à utiliser? On parlait tantôt de fossé entre les générations de littératie numérique. Ici, c'est encore pire, si on veut, avec des personnes qui ont quelquefois certaines limitations sur le plan cognitif. Certaines personnes vont être atteintes de démence. Donc là, c'est difficile d'assurer une bonne communication. Donc, ce qu'on constate rapidement, c'est qu'il y a différents usages qui peuvent être caractérisés sur la base de la perception que ces personnes âgées vont avoir de l'utilisation d'un robot. Ici, 4 cas figurent: robot intendant, robot serviteur, robot soignant, robot de compagnie. Et en fait, selon les différents usages, ce qu'on constate, c'est que parfois, le droit, lorsqu'il s'agit d'encadrer les différents impacts positifs, négatifs que je viens de vous faire part, dans certains cas d'usage, on se retrouve quand même assez aisément. Par exemple, toutes les questions en matière d'atteinte à la vie privée, d'atteinte à l'intégrité, à la dignité de la personne, les règles de droit civil permettent une certaine prise en compte des impacts qui peuvent être soulevés. Même chose, ces robots-là, on pressent qu'ils pourraient être utiles pour certains professionnels de la santé en matière de téléréadaptation, de télémédecine, par exemple. Donc, toutes les règles en matière de droit administratif, la rémunération de l'acte, la sécurité et la confidentialité des données, tout ça, ce sont des règles qu'il s'agit d'ajuster selon le contexte. Par contre, là où ça devient plus intéressant, c'est lorsqu'on sort du seul focus que peut nous donner le droit positif et qu'on regarde les autres considérations, notamment éthiques.
On a d'autres enjeux qui nécessitent d'autres modalités de régulation qui permettent de prendre en compte les conséquences. Et à ce stade-ci, là, je me fais couper, je pense. Ça fonctionne encore? C'est beau? OK, désolé, je pensais que ça allait couper. Donc, je conclus. On a différentes normes éthiques en matière, par exemple, d'approbation par les comités d'éthique de la recherche, des processus d'acceptabilité sociale, de communication, d'implication des parties prenantes, des exigences de transparence, d'efficacité et de légitimité, qui font en sorte que, je vais passer rapidement à ma conclusion, qui font en sorte qu'ici, ce qui est très intéressant, c'est que l'optique d'un droit de la gouvernance plutôt que du seul recours au droit positif permet de mieux analyser, mieux comprendre les différents phénomènes normatifs qui sont mobilisés lorsqu'on déploie des robots interactifs. Et donc, il nous reste encore beaucoup à réfléchir, beaucoup à faire avant que les robots puissent véritablement nous menacer, du moins dans le cas de figure que je vous présente. Donc, pas de Skynet, pas de Blade Runner et pas d'Asimov non plus. Donc, je vous remercie et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, je suis allée vérifier la date fatidique en 2020. C'était le 23 mars 2020 où, ça y est, le grand confinement débutait. Mis à part cette remarque, si vous n'avez pas encore le goût de la piqûre pour la recherche, je pense que notre dernière conférencière va vraiment faire en sorte que vous allez tous vous diriger vers la recherche parce qu'on voit par les différentes présentations à quel point c'est stimulant et à quel point il y a des beaux enjeux de société et à quel point on fait une différence pour actualiser la justice auprès de différentes, clientèles ou segments de la population. Donc, notre dernière conférencière ce soir, puis ensuite on prendra une brève pause avant d'écouter nos chers étudiants. Elle s'appelle Sylvana Côté. Elle est psychologue de formation, professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheure au CHU Sainte-Justine. Elle détient une chaire de recherche du Canada niveau 1 en prévention de l'inadaptation psychosociale chez l'enfant. Elle dirige le groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant, le GRIP, et l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, OPES, des regroupements multidisciplinaires de chercheurs qui étudient le développement bio-psychosocial des enfants, de la conception à la maturité. Elle étudie à l'aide de données longitudinales et expérimentales des questions telles que comment les trajectoires de vie des individus varient en fonction des conditions familiales et sociales dans lesquelles ils grandissent. Et surtout, dans quelle mesure peut-on modifier la trajectoire des enfants vulnérables en les soutenant via des programmes de prévention ou des services adaptés? Alors, vous savez, on dit que l'éducation, ça permet d'égaliser les chances entre les individus. Est-ce que j'aimerais que vous leviez la main ceux qui pensent que effectivement l'éducation est un égalisateur des chances? Non, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas, hein, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y a le privé, il y a le public, puis ça dépend quelle éducation, puis donc ça peut dépendre. On peut dire ça dépend. Donc ceux qui ont levé la main, je considère que vous dites non, c'est vraiment un effet principal, disons. La prochaine question, c'est, OK, vous voulez investir, vous êtes un ministre ou un premier ministre, et vous voulez investir dans l'éducation pour favoriser l'égalité des chances. Quand allez-vous investir, à quel moment dans la trajectoire allez-vous investir le plus pour favoriser l'égalité des chances des enfants, disons, du Québec? Est-ce que ça va être au préscolaire? Est-ce que ça va être au primaire? Est-ce que ça va être au secondaire? Est-ce que ça va être au cégep? Ou est-ce que ça va être à l'université? Égalité des chances, disons, pour avoir une vie satisfaisante, un emploi où on est bien, on est confortable, on est heureux, on a envie d'y aller, on n'est pas harcelé par son patron. Alors, qui dirait préscolaire? Qui dirait primaire? Qui dirait secondaire? Qui dirait cégep? C'est un peu spécifique. Qui dirait université? OK, super. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des données qui montrent
comment il est important d'investir au début de la vie. Donc, moi, je vais aller dans le sens de ce que Marie-Alexia a présenté par rapport à l'importance de la conception jusqu'à ce que j'appelle la maturité, mais la maturité, en fait, ça peut venir très, 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 très tard. Alors, il y a des arguments neurodéveloppementaux qui... Alors, je vais soutenir la thèse qu'on est mieux d'investir tôt dans notre capital humain que plus tard, mais ça ne veut pas dire que si on manque notre coup, qu'on doit arrêter d'investir. Mais il y a des arguments neurodéveloppementaux qui sont vraiment très, très forts. Alors ici, vous avez deux courbes, qui montrent le développement du cerveau en bleu. C'est la capacité du cerveau à changer en fonction des expériences que l'on vit. Et vous voyez sur l'axe des Y, 2 ans jusqu'à 70 ans. Alors, vous voyez que ça diminue de façon drastique la flexibilité, la plasticité du cerveau. Et inversement proportionnel, on a les efforts qui sont requis pour changer nos comportements, nos façons de penser, nos façons d'être, nos façons de faire. Donc, on a une fenêtre d'opportunité très, très importante au début de la vie pour améliorer le devenir de nos enfants, donc pour favoriser l'égalité des chances. Alors, ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé à partir de la conception et jusqu'à 25 ans, les neurones se connectent Alors, la stimulation de l'environnement favorise certaines connexions et donc, il y a des inégalités sociales majeures dans l'ampleur et la qualité de la stimulation à l'enfance. Donc, ces inégalités-là font que certaines connexions vont se faire plus facilement que d'autres dans les milieux qui sont très bien, dans les milieux qui sont stimulants. Donc, les neurones se connectent et ensuite, ça s'élague. Il y a un processus d'élagage qui se fait. Donc, on a une forêt très, très touffue et à partir d'un certain moment, les connexions qui ne sont pas stimulées se défont. Et c'est donc à la petite enfance qu'on a la base de la construction du cerveau. Et ensuite, on a les connexions entre les différentes aires, émotions, visuelles, comportementales, moteurs, qui sont en fait la fondation de notre fonctionnement. Notre cerveau, évidemment, gouverne tout ce que nous faisons et ce que nous sommes. Donc, on veut avoir une fondation solide pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour être capable de passer au travers les tempêtes de la vie. Donc, il y a des études classiques qui ont montré que plus les parents ont un niveau de statut socio-économique élevé, plus ils stimulent leur enfant. Et l'exemple qui est donné ici, c'est le nombre de mots qu'on adresse à l'enfant. Donc, il y a 3 courbes. Plus l'enfant est exposé à des mots, plus ses parents ont un statut socio-économique élevé. Donc, statut socio-économique, c'est éducation, revenu, emploi. Évidemment, c'est une moyenne. Le statut socio-économique n'égale pas stimulation, bien sûr, et il y a beaucoup d'hétérogénéité, en particulier dans une société aussi diverse que la nôtre aujourd'hui, l'éducation ne veut plus nécessairement dire la même chose qu'avant, mais il y a quand même ces effets qui demeurent. Donc, je présente cette chose, j'ai l'impression que tout le monde la connaît, mais vous allez me dire, est-ce que vous connaissez la différence entre égalité et équité? Levez la main ceux qui la connaissent. OK, super. Bon, alors, donc, un rappel dans ce cas-là. Il y a, dans la réalité de la vie, on a des gens qui en ont plus que ce qu'ils ont besoin, il y en a qui ont juste assez, puis il y en a qui n'en ont pas assez. Et donc, si on veut favoriser... attendez, là, j'avais mon animation. Oui, mon animation n'a pas marché comme je voulais. Si on veut favoriser l'égalité, donc, on donne à tout le monde la même chose. Alors, dans le cas si on pense par exemple à l'éducation,
Ça voudrait dire quoi si on avait, on avait des modalités d'égalité pour l'éducation? Ça voudrait dire quoi, en fait? Ça voudrait dire qu'on donnerait à tout le monde la même éducation. C'est ça que ça voudrait dire, hein? On donnerait la même intensité, on donnerait la même qualité, tout le monde commencerait en même temps. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? L'égalité, ça voudrait dire on donne la même éducation à tout le monde. Si on veut favoriser l'équité, alors là, on va donner plus à certains et moins à d'autres. Ça voudrait dire ça. Ou en tout cas, peut-être des services spécialisés à certains et pas à d'autres. Donc, pour atteindre l'équité, ça implique une certaine renonciation dans certains segments de la société. C'est en fait ça que ça veut dire. Je vais vous donner l'exemple des centres de la petite enfance. Vous allez voir de quoi je parle. C'est que quand on parle d'équité, il y a des gens qui vont être choqués parce que ça veut dire qu'on ne donne pas la même chose à tout le monde. Puis ça veut dire que ceux qui en ont plus, puis qui votent, puis qui sont capables de parler fort, ils vont peut-être en avoir moins. Puis ça, c'est très difficile politiquement à faire passer. Bon, la justice, ça veut dire que tout le monde a tout ce qu'il leur faut, qui est une idée absolument, un but à atteindre, mais qui est parfois très difficile dans la réalité. OK. Alors, à la petite enfance, ce qu'on dit d'une façon générale, c'est que plus les pays qui ont le moins d'inégalités sociales ont des enfants en meilleure santé. Donc, on veut des pays qui ont presque pas d'inégalités sociales ou qui réduisent au maximum les inégalités sociales, comme les pays scandinaves qui nous inspirent tant. Et donc, dans plusieurs pays, on a dit, OK, d'accord, les pays scandinaves, ils font ça, puis on sait que c'est une bonne chose. On va mettre sur pied des réseaux d'éducation préscolaire. On va offrir des services d'éducation préscolaire. C'est bon pour l'émancipation des femmes. Les femmes vont être capables d'avoir la liberté de pouvoir travailler ou de s'éduquer. Les enfants vont avoir accès à une éducation, etc. Donc, très bonne idée. On va offrir ça de façon universelle à tout le monde. C'est ça qu'on a fait au Québec. C'est ça qu'on a essayé de faire. Et en fait, dans plusieurs travaux, alors c'est là que la science peut éclairer un peu cette question. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça a été, en fait, on montre dans plusieurs études, et on a Ophélie Collet qui est ici, qui montre ça dans plusieurs de ses travaux aussi, qui est étudiante au doctorat avec moi, on montre qu'effectivement, l'éducation préscolaire que les enfants reçoivent au Québec favorise plus ceux qui sont défavorisés que ceux qui ne sont pas défavorisés. Ceux qui ne sont pas défavorisés, ça ne fait pas une grande différence dans leur développement d'aller dans un CPE ou de rester à la maison. Ceux qui sont défavorisés, c'est-à-dire qui vivent dans des milieux où il y a plus d'adversité, où il y a peut-être moins de stimulation, eux, ils en profitent. Donc, c'est formidable. C'est une politique qui permet de réduire les inégalités au niveau de la maturité scolaire et même à plus long terme. Et on a montré ça dans un ensemble d'articles. Maintenant, le problème qu'on a au Québec, comme dans plusieurs endroits, c'est le suivant. Il y a des grandes différences dans la qualité des services et dans l'accès aux services. Alors, on sait que les CPE ont un niveau de qualité moyen de beaucoup supérieur aux garderies privées qui sont situées en milieu défavorisé. Et ça s'explique par le fait que les garderies privées de milieux défavorisés vont avoir plus de difficultés à avoir du personnel, ils vont avoir plus de difficultés à boucler leur budget, etc. Donc, c'est les CPE qui permettent de favoriser l'égalité des chances, parce que peu importe s'ils sont situés défavorisés ou favorisés, ils sont de qualité adéquate. Le programme a favorisé le taux d'emploi chez les femmes. Le Québec a maintenant un des plus hauts taux d'emploi chez les femmes au monde, qui est une bien bonne chose. Maintenant, on voudrait que le gouvernement investisse en fonction du développement du cerveau. Alors, on a un développement du cerveau qui est très rapide et très important au début de la vie, puis on a des dépenses publiques qui, en général, ne concordent pas avec le développement du cerveau. Donc, c'est l'argument qu'on soutient pour favoriser l'équité du développement du capital humain, c'est celui-là.
Et la question que je vous posais au départ, donc, à quel moment vous investiriez en éducation pour favoriser l'égalité des chances? Il est montré ici par les travaux de Jim Heckman, qui est prix Nobel en économie. Et voilà, on montre que plus on investit tôt, meilleur on a un retour sur investissement. Alors, c'est l'axe des Y ici, c'est le retour sur investissement. OK, les messages clés, donc. Le développement cérébral est rapide et important au cours des 6 premières années de vie. Et donc, c'est une opportunité d'intervention pour briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Donc, on a un dosage optimal, et le dosage optimal est de mise pour avoir un impact. Ça veut dire que les programmes universels, dans le cadre de l'éducation, à la petite enfance du moins, ce n'est pas ce qui va permettre de favoriser l'égalité des chances. C'est des investissements plus ciblés avec une emphase sur les populations à risque. Et ça, ce n'est pas facile à faire accepter au niveau politique, parce que ça veut dire que nous tous qui avons des enfants, qui voulons aller en CPE, théoriquement, et là je vais être un peu provocatrice, là, mais on devrait laisser notre place. On devrait laisser notre place. Maintenant, l'idéal pour la mixité sociale, en fait, ça serait qu'il y ait suffisamment de CPE pour tout le monde. Ça serait l'idéal. Alors, mais d'ici là, si on veut à long terme continuer à vivre dans une société relativement paisible, on doit favoriser l'accès aux populations qui ont le plus besoin de bons services. Merci.